et surtout parce que les questions essentielles ont souvent été évacuées. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la lutte sociale et le combat écologique ne sont pas étrangers l'un à l'autre, comme le pensent notamment beaucoup d'écologistes. Ils sont absolument indissociables. On y retrouve les mêmes processus d'exploitation, de domination, de violence, qu'elles soient exercées sur l'homme ou sur la nature. Que ce soit le massacre des sols par l'agriculture intensive, que ce soit le massacre des animaux par l'élevage industriel, ou que ce soit celui des hommes par le salariat précarisé. Je crois que c'est Tolstoï qui disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». On y retrouve aussi l'injustice sociale, dans la mesure où ce sont essentiellement les riches qui détruisent la planète par leurs pratiques, et ensuite parce que le mode de vie qui a été adopté par moins d'un quart de la population mondiale empêche les autres d'y accéder. Si ces autres-là voulaient adopter le mode de vie occidental, la totalité des ressources planétaires n'y suffirait déjà pas. Vous avez sans doute remarqué que l'écologie a été la grande absente de la campagne électorale. Le problème, c'est que envisager un projet de société, fût-il anarchiste, sans tenir compte de l'écologie, ça revient un peu à vouloir installer la toiture d'une maison en ayant oublié de monter les murs. Ça risque de faire un peu bas de plafond. Un rapport récent, je ne sais pas si vous connaissez le Club de Rome, c'est un club qui a été créé dans les années 70, qui regroupe des scientifiques, des économistes, des industriels, des fonctionnaires, et qui avait sorti un rapport en 1972 qui a fait beaucoup de bruit, et qui mettait en évidence, qui évoquait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le problème des limites physiques de la planète. Eh bien, le Club de Rome vient de rééditer, donc 40 ans plus tard, le rapport vient de sortir en mars 2012, et ce rapport, alors qu'il utilise des instruments d'analyse récents, des méthodes d'observation et de prévision performantes par rapport à celui qui avait par rapport au premier rapport, ce rapport confirme absolument les conclusions du premier il y a 40 ans, c'est-à-dire, en l'occurrence, un effondrement économique aux alentours de 2030, peut-être même avant pour certains. Ça veut dire que ceux qui ont été taxés alors de catastrophisme sont peut-être finalement les plus réalistes. Donc ce décalage entre une réalité qui est préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un doux euphémisme, donc ce décalage entre la réalité et le silence des politiciens montre que nous sommes gouvernés par des irresponsables et par des lâches qui sont soumis au seul lobby industriel et au monde de la finance. Parce que l'écologie, c'est pas seulement les petits oiseaux, les petites fleurs. Si la question écologique n'est pas résolue, il n'y a pas d'autre avenir pour l'humanité que la barbarie. Dans un monde où la population mondiale s'accroît de 70 millions d'individus chaque année, où la soif de biens matériels se poursuit, notamment avec les pays émergents, où par contre les ressources disponibles diminuent chaque année, les conflits pour l'appropriation de ces ressources ne peuvent que se multiplier et s'intensifier. Ce n'est pas nouveau. Déjà sur la planète aujourd'hui, il y a beaucoup de régions où il y a un conflit pour l'appropriation de l'eau notamment. On sait aussi que la plupart des guerres des États-Unis sont menées pour l'appropriation du pétrole, mais ces conflits sont beaucoup plus nombreux et plus intenses. Notamment le dernier en date, c'est celui concernant les terres rares, c'est-à-dire des éléments qui sont par définition rares et qui sont absolument indispensables à beaucoup de nouvelles technologies. Donc il y a une bagarre qui est menée actuellement entre la Chine, l'Europe et les États-Unis pour l'appropriation. Le capitalisme, en fait, a créé une quantité de besoins, parce qu'il est fondé là-dessus, sur la création, sur la multiplication de besoins artificiels. Il a créé une quantité de besoins considérables que les capacités de la planète ne pourront absolument pas satisfaire entièrement, loin s'en faut, dans les années à venir. Nous nous sommes rendus totalement dépendants d'une ressource, le pétrole, dont la production va décroître dans quelques années, alors que la demande va continuer à augmenter. Et par conséquent, le prix va monter considérablement. Et qui plus est, une ressource pour laquelle nous n'avons aucune solution de substitution. Donc il va falloir effectivement, parce que les politiciens n'ont pas assumé, n'ont pas anticipé la situation, il va falloir l'assumer effectivement. C'est encore possible, ça ne se passera de toute façon pas dans les urnes. Alors d'abord, quel bilan écologique peut-on dresser? 2 siècles de croissance économique, 2 siècles et demi même de croissance économique capitaliste ont conduit à surexploiter tous les milieux de vie, à fragiliser les écosystèmes, à transformer la planète en chantier,
en chantier permanent, notamment avec les grands travaux, le plus souvent inutiles et coûteux, et dont le seul but est d'entretenir la dynamique capitaliste. Je vais parler des tunnels, des autoroutes, des TGV, des terminaux portuaires, des aéroports internationaux, etc. Des projets immobiliers. Donc si on fait le bilan, une dizaine de problèmes écologiques ont atteint une dimension planétaire. On pourrait faire un débat sur chacun d'entre eux, je me contenterai de les énumérer. La déforestation, 13 millions d'hectares chaque année, la pollution chimique et nucléaire, la dégradation des terres agricoles, la diminution des ressources en pêche, les 2/3 des zones de pêche sont surexploitées, la raréfaction de l'eau, l'épuisement des énergies fossiles, l'accumulation des déchets, la perte de biodiversité, les perturbations climatiques. Ça fait beaucoup. Nous prélevons les ressources naturelles, en fait, plus vite qu'elles ne se reconstituent. Ça ne saurait donc durer plus longtemps. Comment en est-on arrivé là? Dans le cas du capitalisme, plus les volumes de production augmentent, plus les profits augmentent. Voilà pourquoi le capitalisme est fondé non seulement sur les inégalités sociales, mais sur le gaspillage systématique des ressources naturelles, sur une croissance illimitée. Or, il est évident qu'une croissance illimitée dans un monde limité est une absurdité. Le capitalisme est incompatible avec le maintien de la vie sur la planète, en premier lieu, pour beaucoup de raisons, mais en premier lieu, parce que la recherche du profit à court terme l'empêche, lui interdit d'intégrer le très long terme sur lequel sont fondées l'évolution des écosystèmes, des climats, des forêts par exemple. On peut parler des théâtres aussi. Le capitalisme, on pourra discuter tout à l'heure après. Le capitalisme a dressé l'homme contre la nature pour mieux asservir les deux, en les considérant comme des gisements de ressources à exploiter sans modération. Le travailleur est d'ailleurs devenu jetable, comme la vaisselle. Cette coupure entre l'homme et la nature a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui le dilemme qui s'offre aux dirigeants est un véritable casse-tête. Il y a deux solutions. Ou ils s'acharnent à préserver la planète et ils torpillent l'économie, parce que la restauration des dégâts, des services rendus par la nature, plus le prix des matières premières et de l'énergie va devenir considérable. Par exemple, la dépollution de 2000 milliards de mètres cubes d'eau en France, à cause des nitrates et des pesticides, va coûter 600 milliards d'euros. Donc, où on préserve la planète et on torpille l'économie, ou on dope l'économie pour faire survivre le système, et on accélère le saccage de la planète par la poursuite de la croissance économique. C'est-à-dire, la croissance économique, c'est d'une part le prélèvement toujours plus important de matières premières et d'énergie, et aussi le rejet toujours plus nombreux de déchets, plus nombreux et aussi plus toxiques. On peut faire deux remarques sur le caractère à la fois tragique et dérisoire de la situation. D'une part, alors que la seule solution à la crise que peuvent proposer les dirigeants est précisément la relance de la croissance, ils n'ont pas d'autre solution, ils ne sont même plus capables de la relancer, parce que le capitalisme a lui-même sapé les bases matérielles sur lesquelles il s'est construit. D'autre part, cette opposition, cette incompatibilité entre écologie et économie est un non-sens. Lorsque les lois de l'économie sont incompatibles avec celles de la vie, eh bien, ce sont les premières qu'il faut changer, parce que l'homme n'aura jamais la capacité de changer les secondes. Donc il faut sortir du capitalisme, on ne sortira pas la biosphère. On n'a jamais vu dans l'histoire un pouvoir politique se saborder lui-même. Par conséquent, l'objectif des dirigeants ne peut être que le maintien du système, c'est-à-dire surexploiter la main-d'œuvre en ménageant plus ou moins la nature, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est ce qu'on appelle le développement durable, c'est le Grenelle de l'environnement, c'est le capitalisme vert, c'est la croissance propre, autant de supercheries, autant de mystifications. Ni le marché du carbone, ni aucune fiscalité verte ne pourra résoudre quoi que ce soit. On ne compense pas un voyage en avion par le financement d'une pompe à eau en Afrique. Et vous allez parler des fascistes? Peut-être. L'opportunisme du capitalisme le conduit en fait à faire de l'écologie un marché fructueux. Polluer d'abord, dépolluer ensuite, c'est multiplier les profits par deux. Alors pourquoi cesserait-il de polluer, effectivement? On pouvait lire dans la une d'un journal
la protection de la planète doit aussi être une bonne affaire financière. Elle est même d'abord une affaire financière. C'est de toute manière le consommateur, en dernier ressort, le consommateur et le contribuable qui paieront, selon le bon vieux principe, privatisation des bénéfices, socialisation des coûts. On connaît le bilan de 20 ans de développement durable, qui a commencé donc dans les années 85, y compris d'ailleurs sous la houlette de ministres et de députés verts, qui prétendaient transformer le système, alors que c'est le système qui les a transformés. Donc le bilan, c'est des effets d'annonce, des objectifs dérisoires, aucun engagement quantifié, des résultats accablants, voire le protocole de Kyoto, qui devait améliorer la situation, elle s'est dégradée depuis, l'illusion d'un changement sans douleur et par le haut, des législations qui sont inapplicables dans le cas des institutions actuelles, une croyance aveugle dans la science et la technique, qui fait d'ailleurs de l'innovation technologique une fuite en avant permanente. Donc il s'agit seulement, pour le développement durable et autres, de pallier les défauts trop visibles du système, de l'aménager en culpabilisant le citoyen lambda par les éco-gestes quotidiens, mais en exonérant par contre les industriels des massacres commis sur le vivant, voire l'affaire de l'Erika par exemple, qui a fait des dégâts considérables et qui risque de terminer par un classement sans suite. Donc malgré ses capacités de récupération, ce système est un échec définitif. On peut parfaitement mesurer le cynisme des dirigeants par les propos d'un ex-PDG de Renault, qui s'appelle Louis Schweitzer, et qui disait, donc je cite, « Le développement durable n'est ni une utopie, ni même une contestation, mais la condition de survie de l'économie de marché. » Ça a au moins le mérite de la clarté. La moitié de ce qu'on produit aujourd'hui est inutile, toxique ou dangereux. Plus de 40% des denrées alimentaires produites dans le monde occidental sont détruites. Alors pourquoi les produire? Produire plus, c'est travailler plus, c'est-à-dire à la fois plus de souffrance au travail et plus de destruction du milieu naturel. Quel intérêt? Ivan Illich disait « L'homme travaille pour se payer la voiture qui lui permettra d'aller au travail ». Est-ce bien raisonnable? Résoudre le problème écologique exige donc la sortie rapide et massive du capitalisme, parce que les dégâts s'accélèrent de jour en jour. Le seul remède au délire de l'État technocratique et du capitalisme industriel, c'est la volonté d'affronter les problèmes à l'endroit où ils se trouvent, donc la relocalisation de l'économie et par conséquent l'autogestion, parce que le capitalisme, qui est fondé sur les économies d'échelle, sur le gigantisme, sur la démesure, n'a aucun intérêt à revenir à l'échelon local. Il s'agit donc pour les populations de redéfinir elles-mêmes les besoins individuels et collectifs en les adaptant aux capacités biologiques de la planète, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant. De toute manière, si nous ne faisons pas ce choix d'une décroissance matérielle et d'un partage des richesses, la réalité nous l'imposera. Dans ce scénario, ce sont encore les plus vulnérables qui subiront les quotas, les rationnements, les mesures draconiennes, même si les bouleversements sociaux considérables placeront aussi les dirigeants sur une poudrière. Si la tâche paraît immense, elle est de toute façon incontournable, elle devrait aussi être stimulante, parce qu'il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, il s'agit de sauver l'homme, dont le capitalisme a réduit le projet d'émancipation au seul pouvoir d'achat, parce que c'était plus rentable. Je passe la parole à Frédéric. Bravo, Pierre.